monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, les révoltes contre Volodymyr Zelensky se multiplient en Ukraine. C'est un texte sur la corruption qui semble avoir mis le feu aux poudres d'un peuple épuisé. Et rien n'indique que le nouvel ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine change la donne. Netanyahou, un premier ministre en mode survie. À 75 ans, l'homme d'État israélien est en permanence sur la corde raide, mais parvient toujours à sauver sa tête, pour le moment du moins. Et puis nous reviendrons ensuite sur la précarité croissante des Français. Après 8 ans de présidence Macron et au mépris des promesses, la pauvreté bat des records. Le glas va-t-il sonner pour Zelensky ? En Ukraine, le président sans mandat sent le vent du boulet. Des manifestants défilent pour condamner les profiteurs de guerre et s'en prennent directement au président. Une situation délicate que Donald Trump lui-même aura du mal à éteindre. C'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase ukrainien. Depuis la drôle de réforme du système anticorruption votée le 22 juillet dernier en Ukraine, Volodymyr Zelensky a de quoi s'inquiéter. Alors que l'ancien comique s'est toujours vanté d'avoir le soutien de sa population, elle défile désormais dans les grandes villes du pays contre lui. Il n'aura fallu qu'un seul texte pour tout faire basculer. La loi 12-414, votée par une très large majorité de députés, 263 pour et seulement 13 contre, a été signée par Zelensky le jour même. Une célérité inédite dans la vie politique ukrainienne qui a mis la puce à l'oreille de beaucoup. Le fond de l'affaire est simple. Le NABU et le SAPO, les deux bureaux indépendants chargés de lutter contre la corruption dans le pays qui en est vérolé de l'aveu même de l'Union européenne, sont désormais soumis à la tutelle d'un procureur général, lui-même nommé par le chef de l'État. En termes d'indépendance de la justice, donc, les Ukrainiens auront vu mieux, ou pas. Toujours est-il que plus de 10 ans après les prémices de la guerre lors des émeutes de Maïdan, nommées depuis Révolution de la dignité par le narratif atlantiste, le vent semble avoir radicalement tourné. À plus forte raison qu'une partie des manifestants d'aujourd'hui étaient déjà au rendez-vous en 2014 sur la place de l'Indépendance à Kiev. L'impression d'avoir été trompé sur la marchandise n'est pas loin. Cette fois, les slogans ont radicalement changé. Le peuple pleure, les corrompus rient. Zelensky, dans quel camp es-tu ? Dans le viseur de la colère populaire, c'est bien le président dont le mandat persistant ne tient qu'au fil de la guerre. Une guerre que le peuple ne veut plus, éreintée par une économie exsangue. Sur le front, les soldats russes enchaînent les avancées. Ce n'est qu'une question de temps pour que la ville de Pokrovsk ne tombe entre les mains de Moscou. Une prise qui sera sans aucun doute un des symboles des avancées de l'offensive de cet été. Et tout porte à croire que le nouvel ultimatum de Donald Trump ne changera pas la donne. Après son délai de 50 jours, lui-même annoncé après les 24 heures et les 100 jours, c'est désormais une échéance de 10-12 jours qu'a fixé le président américain pour que Vladimir Poutine mette fin au conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Sans surprise, content de s'extirper de sa révolte interne, Zelensky est ravi. Aujourd'hui, le président Trump a fait une déclaration extrêmement importante. Et c'est vrai, c'est la Russie qui fait tout pour perturber les efforts de paix et prolonger cette guerre. Un refrain éculé qui ne produira aucun effet tant que les demandes de l'Ukraine resteront déconnectées des réalités du terrain militaire. Des réalités de plus en plus noires pour les Ukrainiens qui devraient continuer de diriger leur colère contre le président, perçu comme un frein pour rétablir la paix. Dans ce cadre, Volodymyr Zelensky pourrait finalement apparaître suffisamment illégitime pour être poussé au départ, y compris par ses propres partenaires. Il est la figure d'Israël aux plus grandes dames de ses opposants. Benjamin Netanyahou, qui mène depuis près de 2 ans des guerres sur plusieurs fronts, parvient à se maintenir au pouvoir et à éviter son éviction par la Knesset. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Pression internationale, fragilité au sein de sa coalition, Benjamin Netanyahou plie mais ne rompt pas. À 75 ans, le Premier ministre israélien reste une figure dominante dans son pays, même si son pouvoir semble reposer sur un équilibre instable, fragilisé par des affaires judiciaires et des accusations de génocide liées à la guerre à Gaza. La coalition de Netanyahou, formée en décembre 2022, regroupe le Likoud, son parti, et des partis nationalistes, Force juive et Nouvel Espoir, le parti nationaliste religieux Mafdal du ministre Bezalel Smotrich et des partis religieux Chass et Judaïsme unifié de la Torah. Avec 64 députés sur 120 à la Knesset, sa majorité est vulnérable.
Les tensions autour de la conscription des ultra-orthodoxes, exemptés de service militaire, cristallisent les divisions et reviennent sur le devant de la scène comme un serpent de mer dans la coalition de droite, et à plus forte raison aujourd'hui, avec l'enjeu du recrutement qui se trouve plus que jamais au cœur des problèmes israéliens, à force d'ouverture de front contre le Hamas, puis contre le Hezbollah, et dans une moindre mesure contre l'Iran. Il y a un mois, en juin 2025, l'opposition a échoué à dissoudre la Knesset, le Parlement unique dans ce système monocaméral, avec 61 voix contre 53. Mais les juifs orthodoxes menacent toujours de quitter la coalition si leur exemption de service militaire n'est pas garantie. Problème, les nationalistes de Force juive et de Mafdal militent pour une conscription renforcée, la qualifiant de besoin existentiel. Le risque pour Netanyahou repose donc sur la possibilité de voir ses alliés se battre entre eux, ces mêmes alliés, bien que minoritaires puisqu'ils disposent chacun de 4, 6, 7 et 11 sièges, pourraient s'entre-déchirer. Les nationalistes s'opposent ainsi régulièrement aux religieux. Par ailleurs, les ministres Smotrich du parti Mafdal et Ben Gvir de Force juive alimentent les polémiques. Smotrich prône une réinstallation des colonies à Gaza, qu'il juge réaliste, et une souveraineté de facto en Cisjordanie. Le vote de la Knesset le 23 juillet, appelant à l'annexion de la Cisjordanie, a montré que sur ce terrain, la coalition de Benjamin Netanyahou avait des soutiens au-delà de ses bases, puisque le vote sur cette colonisation a remporté 71 voix. Allié à des plus 10 ans, Netanyahou pourrait néanmoins être débordé par ceci, notamment s'il finissait par admettre le principe d'un cessez-le-feu. Ces désaccords intérieurs ne sont pas sans conséquences au niveau international. Ben Gvir et Smotrich sont interdits d'entrée aux Pays-Bas pour appel à la violence, et avec de tels ambassadeurs, l'image du pays est largement entachée. L'opposition, forte de 52 députés, est, elle, fragmentée. Seuls 5 élus dénoncent explicitement les crimes de guerre et le génocide à Gaza. Les travaillistes et Ra'am, le parti ethnique composé d'Arabes, critiquent timidement les préjudices causés aux civils, tandis que la majorité des députés d'opposition soutiennent la politique gouvernementale à Gaza. Cet éclatement, combiné à l'échec de juin 2025 pour dissoudre la Knesset, empêche l'opposition de menacer Netanyahou. En Israël, Netanyahou est inculpé dans 3 affaires de corruption, le pouvoir restant son meilleur bouclier. Sur la scène mondiale, la Cour pénale internationale examine des accusations de crimes de guerre à Gaza, tandis que l'Afrique du Sud a porté plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice. Ces procédures, bien que sans effet immédiat, accentuent la pression. L'opinion israélienne reste majoritairement indifférente ou dans le déni face à la famine à Gaza, souvent attribuée au Hamas. Les manifestations à Tel Aviv, centrées sur la libération des otages, intègrent progressivement la question palestinienne, mais de manière toujours très marginale. Les médias, hormis Haaretz, relaient peu le drame de la crise humanitaire, de plus en plus isolé au niveau international, mais bénéficiant du soutien américain. Netanyahou est un survivant politique. Coincé entre ses alliés extrémistes, une opposition faible et des pressions judiciaires et internationales, il maintient son pouvoir grâce à la guerre en dépit d'une coalition précaire. Les longues vacances parlementaires jusqu'en octobre pourraient ouvrir la voie à un cessez-le-feu, mais les dynamiques internes et les accusations de génocide compliquent toute résolution. À court terme, sa survie politique semble assurée, mais à quel coût pour la Palestine, et même à moyen et à long terme, quel coût pour son propre pays. Les Français sont de plus en plus pauvres. Pendant que François Bayrou cherche de nouvelles économies sur le dos des Français, une étude de l'INSEE conclut un taux de pauvreté record. Le point de Renaud de Bourleuf. N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme diraient certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Et je crois beaucoup, moi, à cette métaphore. Presque 7 ans après cette déclaration, les derniers de cordée n'y croient plus vraiment, les autres non plus. L'INSEE a publié ses données pour l'année 2023. Le taux de pauvreté atteint 15,4%. C'est le plus haut niveau depuis le début du décompte en 1996. Rappelons que le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60% du revenu mensuel médian, soit 1 288 € pour une personne seule. Environ 650 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté en l'espace d'une année. C'est aussi la progression la plus forte depuis 1996. Entre 2017 et 2023, c'était déjà 900 000 personnes en plus qui s'enfonçaient dans la précarité. Une belle illustration de l'échec d'Emmanuel Macron qui présentait sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en 2018. L'INSEE avance d'ailleurs plusieurs explications. D'abord, la hausse du nombre de micro-entrepreneurs aux faibles revenus, la fameuse Startup Nation chère à Emmanuel Macron.
Beaucoup de ces micro-entreprises ne sont pas viables à long terme, la concurrence est rude, ce qui comprime les marges, et surtout le manque de protection sociale est un problème majeur pour ces travailleurs indépendants. D'une manière plus générale, les travailleurs pauvres sont une nouvelle réalité. Plus de 17% des personnes accueillies dans les 630 épiceries solidaires du réseau national Andes ont un emploi. Sans surprise, l'INSEE note que les catégories les plus exposées à cette hausse de la pauvreté sont les chômeurs et les familles monoparentales. Les chercheurs pointent la baisse des indemnités avec la réforme de l'assurance chômage, un phénomène qui devrait avoir encore plus d'ampleur avec le nombre record de défaillances d'entreprises et les travailleurs laissés ainsi sur le carreau. Entre juin 2024 et mai 2025, 66 954 entreprises ont fait faillite, une augmentation de 10% sur un an. Enfin, les aides au logement n'ont pas été revalorisées à la hauteur de l'inflation et elles ont bénéficié à moins de personnes que les années précédentes. Le lendemain de la publication de l'INSEE, le ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a été interpellé à l'Assemblée nationale. Ancré dans un modèle social qui fait notre force. Mais ce modèle social, il est aujourd'hui fragilisé par la dette et par le déficit. C'est-à-dire par les exploits du président. Et avec plus de 3 300 milliards d'euros de dette publique, soit une augmentation de 1 100 milliards depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas seulement réussi à appauvrir tout le pays, mais aussi les générations à venir. Et partons à présent faire un rapide tour de France. Dati en furie, candidate pour ravir la mairie de Paris après la sortie attendue d'Anne Hidalgo lors des municipales de l'an prochain. Rachida Dati veut aussi un ticket pour la législative partielle de la 2e circonscription de la capitale, alors que c'est Michel Barnier qui a été choisi par LR. Lundi, devant la Commission nationale d'investiture du parti, l'actuel ministre de la Culture de la Macronie, ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, a dénoncé les ambitions personnelles de l'éphémère Premier ministre. En effet, cette dernière estime que le Savoyard a pour seul but de crédibiliser sa future candidature à la présidentielle, bien loin des enjeux chers aux Parisiens. Rachida Dati a également fustigé une attitude consistant, selon elle, à saboter les seules perspectives de victoire que LR ait eues depuis 20 ans. D'autres opposeront bien sûr que les affaires judiciaires de la ministre ne sont pas non plus le meilleur tremplin pour l'hôtel de ville. C'est Agnès Evren, la présidente de la Fédération de Paris de LR, la plus importante du mouvement, qui aura la lourde tâche de bâtir une liste viable. En attendant, Rachida Dati compte y aller en dissidente. La gauche, la main dans le pot de confiture. Le directeur général du Crous de Bordeaux-Aquitaine a été suspendu à titre conservatoire par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche après des comportements inappropriés envers des personnels féminins. Jean-Pierre Ferré, ouvertement engagé en faveur des lubies diversitaires type LGBT ou écriture inclusive, et bien sûr contre le RN, avait fait l'objet d'une enquête administrative de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'IGSR, déclenchée après plusieurs signalements pour harcèlement et agression sexuelle recueillis par la cellule violence sexiste et sexuelle du Crous. Bien que certaines allégations d'un courriel anonyme aient été jugées inexactes, l'enquête a confirmé des agissements inappropriés de ce vilain donneur de leçons. Le ministère, jugeant ces comportements inacceptables, a suivi les recommandations de l'IGSR. Les faits susceptibles de qualification pénale ont été transmis au procureur de la République de Bordeaux. Du plomb dans l'aile de la démocratie. La pétition contre la loi réautorisant certains pesticides, dite loi du plomb, a dépassé de loin les 2 millions de signatures, un seuil bien au-delà des 500 000 griffes requises pour qu'un débat soit conduit à l'Assemblée nationale. Il n'en reste pas moins que d'un point de vue législatif, la pétition devrait rester lettre morte, symbolisant le peu de pouvoir des Français face aux méandres législatifs vérolés par la Macronie et les pouvoirs précédents. En effet, si les présidents de groupe de l'Assemblée nationale seront amenés à se réunir le 16 septembre prochain pour décider de mener ou non un nouveau débat dans l'hémicycle, l'abrogation de la loi du plomb, votée le 8 juillet avec 316 voix pour, 223 contre et 25 abstentions, n'est absolument pas envisagée. Gageons au moins que les nouveaux débats pourraient permettre de sortir des caricatures des deux camps, entre déni sanitaire des firmes de l'agroalimentaire et déconnexion complète des bobos urbains.
L'agriculture a justement d'autres plaies à affronter. Depuis plusieurs semaines, des cheptels entiers de bovins sont abattus après le diagnostic d'une dermatose nodulaire contagieuse, une maladie transmise par les insectes qui piquent les animaux. Un fléau qui a même poussé le Tour de France à dévier de sa trajectoire initiale pour éviter les protestations d'éleveurs devant les caméras. Pour l'heure, les 47 cheptels touchés se trouvaient en Savoie et en Haute-Savoie, dans la zone concernée par la vaccination lancée par le gouvernement le 19 juillet dernier. Le maximum de doses possible aurait été commandé à la Banque des vaccins de l'Union européenne. Mais l'opération montre ses limites. D'abord, selon le récit officiel, il faut 21 jours pour que l'injection procure une protection complète aux animaux. Par ailleurs, malgré une vaccination effective d'un cheptel, la demande d'abattage est formulée si un seul individu est diagnostiqué porteur de la maladie. Une maladie qui plus est non transmissible à l'homme et qui semble surtout faire baisser la productivité des animaux. Les éleveurs estiment également que les bêtes sont abattues trop vite et trop tôt avant même de savoir si leur réponse immunitaire naturelle peut combattre la maladie, y compris pour les animaux asymptomatiques. Certains agriculteurs se relaient dans leurs fermes pour s'opposer à l'abattage de leurs troupeaux. Année après année, l'élevage français semble en proie à des épisodes infectieux. L'an passé, la maladie hémorragique épizootique et la fièvre catarrhalovine avaient déjà frappé, à l'instar de la grippe aviaire. À croire que les élevages actuels, favorisés par les normes européennes coûteuses, ne sont pas propices à la vie en bonne santé pour les troupeaux. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale et Olivier Frère-Jacques. Carnage meurtrier à Manhattan. Lundi soir, un homme a ouvert le feu avec un fusil d'assaut M4 dans un gratte-ciel du célèbre quartier de New York. Au moins 4 personnes ont été tuées, dont une femme et un policier. Une 5e personne serait actuellement dans un état critique. L'assaillant, un certain Shane Davon Tamura, a ensuite retourné son arme contre lui et s'est suicidé. Âgé de 27 ans, le criminel originaire de Las Vegas a traversé une partie du pays en voiture afin de commettre ses actes. Il avait déjà été repéré pour des problèmes psychiatriques. Aucun mobile n'est avancé pour le moment. Retailleau-Alger, le bras de fer continue. Les tensions franco-algériennes ne redescendent pas depuis la décision du ministre français de l'Intérieur de restreindre les déplacements de certains dignitaires algériens en France en réponse au refus d'Alger de reprendre 120 ressortissants sous obligation de quitter le territoire, les fameuses OQTF. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères, dirigé par Ahmed Attaf, a dénoncé une atteinte grave au fonctionnement de la mission diplomatique et une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alger a annoncé appliquer le principe de réciprocité avec rigueur et envisage de porter l'affaire devant les Nations Unies, critiquant l'opacité de la mesure prise sans notification officielle. Cette escalade s'inscrit dans une crise diplomatique entre les deux pays exacerbée depuis un an, en juillet 2024, avec les désaccords sur le Sahara occidental. En France, c'est aussi l'occasion d'un affrontement intra-étatique entre Bruno Retailleau, partisan d'une ligne dure contre Alger, et Emmanuel Macron, qui semble très craintif à l'égard de cet État, disposant d'une grande diaspora mal intégrée en France. Coopération parlementaire et multilatéralisme pour la paix, la justice et la prospérité. C'est ce que promeut la conférence mondiale des présidents de parlement qui se tient à partir de ce mardi 29 et jusqu'à jeudi à Genève, au Palais des Nations. Cet événement, le 6e de cette nature, est organisé tous les 5 ans par l'Union interparlementaire, l'UIP, en collaboration avec les Nations Unies. Réunissant des représentants de 120 pays et initiée en 2000 à New York, cette conférence vise à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, en traduisant les engagements internationaux en politique nationale, tout en favorisant la démocratie, les droits humains et le développement durable. Vous l'aurez compris, beaucoup de pipeaux. Le thème pour cet opus sera de circonstance, le monde dans la tourmente. Mais à défaut de tenir compte des aspirations populaires dans le monde, l'événement abordera des thèmes très occidentaux et surtout très convenus. La participation des femmes et des jeunes, l'innovation pour la paix, les objectifs de développement durable et la lutte contre les discriminations.
Les débats incluront des dirigeants internationaux, des universitaires et la société civile, c'est-à-dire des personnes appartenant à des associations ou des think tanks de nantis qui ont un pied dans ces institutions internationales. Le jubilé des jeunes, alors que 2025 est une année jubilaire à Rome, depuis lundi jusqu'au 3 août, c'est-à-dire pendant une semaine, la ville éternelle accueille plus spécifiquement les jeunes. Ils seront 500 246 pays, dont 20 000 Français, à converger vers la ville éternelle pour vivre une semaine spirituelle et festive comparable aux Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Ce rassemblement, sous le thème « Pèlerin d'espérance », est marqué par la première grande rencontre du pape Léon XIV avec la jeunesse catholique. Outre les moments spirituels comme la messe d'ouverture du 29 juillet, place Saint-Pierre, des activités festives telles un tournoi de ping-pong et de billard animeront l'événement. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Édouard Husson pour évoquer le séisme provoqué par Donald Trump avec ses droits de douane de 15% pour l'UE et le nouvel ultimatum à Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Donald Trump joue son rôle de président des États-Unis. Alors j'aimerais qu'il y ait une France indépendante qui négocie avec lui solidement un vrai accord commercial. Mais la leçon que j'en tire, c'est que l'Allemagne a échoué lamentablement depuis quelques années comme leader de l'Europe. L'Allemagne a voulu imposer sa volonté à l'Europe au nom de sa performance économique. Eh bien, Ursula von der Leyen étant cette représentante ou cette ambassadrice de la politique allemande. Finalement, von der Leyen a défendu plus les intérêts du patronat allemand dans cet accord que les intérêts de l'Union européenne dans son entier. Donc je crois qu'il faut que nous en tirions les leçons. C'est-à-dire qu'il est urgent de revoir complètement le mode de fonctionnement au sein de l'Union européenne. En tout cas, nous ne pouvons plus faire confiance aux Allemands. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous et rendez-vous demain. Bonne soirée.